Hello, people, and welcome to the grand stage of JK's and Friends Unscripted podcast. The podcast where the beginning is just a glimpse and the ending is a mystery unwritten. Here, we steer into the heart of discovery, navigating through a sea of insights, the thrill of surprises, and the authenticity of real-life sagas shared by our distinguished guests. Every episode is a voyage, and you're an essential part of this expedition. Our guest today is Youssef Sadiq, a programmer and QA lead account manager based in Paris, France, but currently in Rio. Bonjour Youssef. Salut Jeffrey. Ça va ou quoi? Super. Fait un peu chaud, mais ça va. Un peu chaud. J'ai l'impression de savoir où tu es, mais je vais quand même te poser la question. T'es où? Rio À Rio. de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Purée, quelle belle vie. Écoute, je suis très content de t'avoir sur notre podcast. Déjà parce que c'est la première version française. Donc, j'enregistre le podcast dans les 3 langues que je connais, dans l'anglais, ma langue maternelle, le français, ma langue maternelle, et l'allemand, ma langue apprise. Et tu es donc le premier qui représentera le JK's and Friends podcast. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. JK and Friends podcast, comme le nom le dit, c'est je parle à mes amis et aux gens que je connais dans la vie, qui ont quelque chose à raconter de super intéressant. Et je trouve que ta vie est super intéressante. Après, t'es pas là parce que je viens juste de te connaître. On est amis depuis bien 15 ans. Ouais, facile. Tu m'as connu dans ma vie antérieure du monde de la musique et je value, excuse-moi, ton amitié avec beaucoup de passion parce que de tous les gens que j'ai connus durant ma carrière, tu es la personne qui est restée la plus authentique depuis que je connais. Tu es la même personne. Et j'adore ta manière de vie et surtout pour te donner un petit spoiler alert, j'ai écrit un post qui a été inspiré d'une conversation que j'ai eue avec toi dernièrement. Je te renvoie le compliment. Je pense que notre amitié elle est basée sur cette authenticité, tu vois. Toute l'évolution de ta carrière, moi je vois le même Jeffrey en fait. Donc je pense que c'est aussi ce qui est la base de notre relation et que ça, y a rien qui a jamais changé. On évolue dans la vie et on est toujours les mêmes en fait au fond, avec les mêmes principes, les mêmes directives dans la vie quoi. Et c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui et puis pour longtemps encore. Hein. Bah oui. Alors, je commence toujours mon podcast avec la même question et aujourd'hui c'est la première fois que je la pose en français. Qui est Youssef? Youssef, c'est le fils de Mokhtar et de Ménache, immigré marocain en France. Donc moi, je suis en France. J'ai grandi à côté d'Orléans. J'ai fini mes études à Paris et je suis resté vivre à Paris. Et puis entre la fin de mes études à Paris et maintenant, j'ai essayé de voyager un peu parce que intéressé par le monde, par les gens, par la culture, par voir le monde en fait. Et puis, j'ai voyagé un peu chez toi aux États-Unis, souvent en Allemagne, des petits séjours. J'ai vécu un peu aux États-Unis à New York, j'ai vécu aussi un peu en Floride à Daytona. J'ai vécu aussi un peu après, je suis rentré en Norvège. J'ai toujours une relation proche avec l'Allemagne depuis que je te connais. J'ai gardé des bonnes amitiés là-bas. Il n'y a pas que toi, mais bon, c'est toi qui as initié ce truc-là quand même. Et puis je suis rentré en France. Choix personnel de vie pour être proche de ma mère parce que j'ai plus mon père et être proche de ma famille. Et puis maintenant je vis en France. Et là actuellement je suis au Brésil depuis un mois et demi je crois. J'ai passé quelques vacances pour l'actualité et puis je suis resté ici parce qu'il fait beau et puis il fait froid en France et puis j'ai le privilège de pouvoir travailler en home office, en télétravail. D'accord. Donc après validation de mon management, je suis resté ici. On m'a dit OK, tant que le job est fait,
c'est un privilège, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir travailler à l'étranger, de par mon métier, informaticien. Et puis la société dans laquelle je travaille, où je suis bien avec des bons gens. Donc là, actuellement, je suis au Brésil. Je travaille, décalage horaire. Je commence à 5h, je finis à 13h. Et puis j'ai mes après-midi. Donc 5h ici, c'est 9h en France. Et je finis à 17h. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant ce que tu dis là parce que justement, tu sais très bien que je suis très basé sur work-life balance, surtout parce que je suis coupable d'avoir beaucoup travaillé pour avoir par ambition, par pression sociale, par beaucoup de choses. Maintenant, j'ai eu l'opportunité de prendre ma retraite parce que j'ai travaillé beaucoup. J'ai très vite compris qu'il fallait que je me recale sur la vie, mais donc ça va faire maintenant à peu près une vingtaine d'années que je suis plus en work-life balance et que je suis l'avocat de ça. Mais pour toi, après tu as l'air super jeune, mais bon, je sais que tu es dans la quarantaine. Comment est-ce que tu manages la work-life balance? Parce que informaticien, après les gens ne savent pas ce que tu fais, mais tu gères des grandes équipes, tu as des projets très complexes. Comment est-ce que tu manages ce train de vie? La première chose, il y a rien n'est là en fait. Là, je suis au Brésil, il fait beau. Je suis l'après-midi, donc là, il fait nuit en France. Donc, je travaille pas là. Là, ma journée est finie. Donc, ça pourrait paraître facile. On n'a rien sans rien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu as beaucoup travaillé avant. Aujourd'hui, tu as pu prendre ta retraite. Moi, j'ai eu moins d'ambition que toi dans le travail. J'ai toujours eu ce truc important de OK, l'argent, c'est bien. Il en faut. C'est la liberté. C'est un outil, en fait. Donc, il faut l'avoir. Il ne faut pas se mentir. Ouais. Mais j'ai jamais eu la prétention d'être très fortuné. C'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup animé. Mais j'ai ce confort financier. J'ai atteint un confort financier qui me permet d'être bien dans ma vie. Donc chacun a ses degrés en fait, ou ses niveaux de confort financier. Ça c'est la première chose. Pour répondre un peu plus dans le détail à ta question, comment je manage ce work-life balance, cet équilibre, il peut pas exister tant que tu n'as pas une discipline. C'est important. Le travail, il faut qu'il soit fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un management qui je ne décide pas tout seul de rester à l'étranger et de travailler d'ici. Je demande une autorisation et qui a été approuvée, ça a été une formalité parce que avant ça, j'ai du crédit professionnellement. Mon travail est toujours bien fait. Je travaille dans cette société, par exemple, depuis 8 ans. Donc, j'ai fait ma place. J'ai prouvé que je suis efficient, j'allais dire. Je suis efficace, que mon job est bien fait, que je suis impliqué dans ce que je fais. En même temps, j'aime ce que je fais. Et donc, pour pouvoir avoir cet équilibre et pouvoir voyager, pouvoir s'y retrouver, il faut être professionnel, il faut être intègre. Ça, c'est mes valeurs à moi. Il faut être carré, il faut être discipliné dans son travail. Et la dernière chose la plus importante, il faut aimer ce qu'on fait. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas appliquer toutes ces règles avant. Si tu as un job que tu n'aimes pas ou si tu travailles avec des gens que tu n'aimes pas, tu n'es pas dans un bon environnement, il ne faut pas avoir peur d'aller ailleurs. Et une fois que tu as ça, alors tout le reste devient facile. Parce que tu es dans un bon cadre. Tu vois, on parle d'équilibre, là, tu as un cadre équilibré déjà. Donc, tu n'as pas cette pression de devoir, de contrainte de travail. Tu fais quelque chose qui t'aime. Après, il faut trouver son équilibre. Moi, j'ai trouvé mon équilibre dans là où je suis bon, où j'ai des facilités. Je n'étais nécessairement pas destiné à faire de l'informatique. Ce n'est pas ce qui m'anime le matin quand je me lève. Mais j'ai trouvé ma place dans cette société, en l'occurrence, que je peux nommer, non, peut-être? Si tu veux. Qui s'appelle Sincere. Sincere en français. Sincere, c'est une société qui est initialement autrichienne, allemande. Et donc, dorénavant, il y a aussi une succursale à Paris pour laquelle je travaille. Et j'ai eu la chance de tomber sur des personnes avec qui j'ai une certaine marge de manœuvre de pouvoir m'accomplir dans mon travail. Et donc, forcément, ça me donne envie de travailler. Ça me donne envie de m'impliquer. Et en retour, on en parle à l'instant, ça a été une formalité. Je demande à ma manager, là, je suis au Brésil. Est-ce que je peux prolonger ici et travailler d'ici après mes vacances? Ok, le job est fait, donc il y a l'autorisation qui est signée,
que je valide que je garantis que le job sera fait, que j'ai les connexions Internet nécessaires, etc. Donc, pour revenir à la question, parce que je me perds un peu, il faut plus ou moins aimer ce qu'on fait, en tout cas ne pas aller au travail à reculons, ça c'est important. Et derrière, faut être discipliné, faut être organisé, faut pas se perdre. Et il faut faire ce pourquoi on est payé. Et à partir de ce moment-là, en priorité, tu vois, 1, 2, 3, derrière, tout le reste devient facile. Tu peux travailler du Brésil, tu peux travailler de l'Équateur, là où tu es, par exemple. Tu peux travailler sur des fuseaux horaires différents. Pour moi, c'est pas une contrainte de me lever à 5 heures du matin. C'est clair. Parce qu'en fait, je sais la contrepartie que j'ai de cette liberté de pouvoir profiter du beau temps. Au lieu d'être à Paris, il pleut, il fait froid. Tu vois. C'est Je sais marrant, pas si ça c'est répond à marrant, ta question. c'est marrant que tu dis ça parce que je pense que après avoir monté dans toutes les hiérarchies du corporate world d'où j'étais, en fait, je pense que l'après-Covid nous a montré qu'on pouvait travailler à distance. Et je disais, après avoir grandi dans tous les échelons presque au plus haut du monde corporate international, je me rends compte que, et j'ai toujours été de cette manière-là, de laisser faire, que la confiance grandisse en fonction de la liberté que donne aux gens. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es plus efficace quand tu as la liberté de faire ce que tu veux, ou alors quand tu es obligé de faire quelque chose qui est presque à contre-cœur? Moi, j'ai toujours été un partisan de cette dynamique-là, depuis toujours. Donc, j'ai bossé dans d'autres sociétés par le passé où j'avais pas cette marge de manœuvre, où j'avais envie de m'impliquer un peu plus, j'avais envie de faire plus de choses. On m'a fait comprendre, non, ton job, c'est ça. Tu fais ton job, tu rentres chez toi. Donc, tu n'as pas l'opportunité de t'accomplir, de grandir, de gravir des échelons. Donc, j'ai travaillé par le passé dans d'autres sociétés de ce type-là. Après, c'est des grandes sociétés, des usines, quoi, on va dire. Tu es un numéro. Moi, j'ai toujours été partisan de ce truc-là, de faire un peu plus. Pour moi, là, c'est la synergie. Je fais un peu plus. À toi, ça te donne envie de faire un peu plus. Moi, ça me donne envie de faire encore un peu plus. On va accomplir plus. Et toujours aller un peu plus loin que ce qui est attendu. Dès que je peux faire un peu plus, je fais. Ok ? J'ai jamais été dans une dynamique de essayer de faire plus pour montrer que je fais plus et gravir des échelons. J'ai toujours été partisan parce que j'aime bien ce que je fais. Oui. Tu penses à le faire différemment, tu apportes des nouvelles idées. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais évidemment, j'ai toujours été partisan de cette dynamique et notamment, je l'ai vu quand j'ai eu l'opportunité de piloter des équipes, de pas faire du micromanagement. Pour moi, ça, c'est contre-productif. Tu vois, ça a toujours été ça. Et ça marche pas avec tout le monde. Faut savoir le faire. J'ai aussi appris que tu peux pas donner la liberté à tout le monde. Tout le monde est différent. Il y a des gens qui ont besoin aussi de faire le minimum et de rentrer chez eux. Uh-huh. Mais savoir cerner les profils qui ont du potentiel et qui ont envie et comprendre. Et là, à partir de là, tu donnes une marge de manœuvre, clairement. Mais il faut quand même monitorer, il faut driver. Oui. Quand tu manages des gens, tu les drives. Sinon, tu n'as aucune valeur ajoutée. Et tout le monde est différent, avec des profils différents, des skills différents. Tu vois ? Donc, moi, j'ai toujours été partisan de ça. Et ça marche d'expérience. Quand toi, avant de pouvoir lâcher la bride à tes collaborateurs, de les driver malgré tout, de ne pas être là juste pour faire des vérifications et mettre une pression sur les gens, mais de les accompagner. Et là, on arrive à un mot qui est très important, parce que quand tu accompagnes les gens, tu leur dois aussi, toi, une certaine transparence. Uh-huh. Tu ne peux pas juste donner des tâches à quelqu'un sans qu'ils comprennent ce que toute l'équipe et tout le projet est en train d'accomplir. Et quand tu donnes cette vision macroscopique à tes équipes, alors il y a vraiment ce sentiment d'appartenance. Et là, la conséquence, c'est l'investissement, le commitment. Uh-huh. Et là, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu quand j'ai commencé à travailler. Je ne l'ai pas toujours eu. Donc, j'ai pris des notes et j'ai appris avec, on va dire, des mauvais managements, ce qu'il ne faut pas faire ou ce que je ne voulais pas faire. Uh-huh. Et quand j'ai eu moi l'opportunité d'avoir des responsabilités, de faire à ma manière, je me suis cassé la figure parfois parce que j'ai fait confiance à des gens
Et j'ai appris que ça marchait pas nécessairement toujours. Et au fur et à mesure, big picture, donc macroscopique, il faut être transparent, il faut impliquer tes équipes. Et là, tout marche. Quand tu as la transparence du management. En même temps, j'ai la chance d'avoir un management chez Sincere, donc aussi, qui donne cette transparence. Tu vois? Ouais. Et donc, c'est facile pour moi de travailler dans une boîte comme ça. J'ai trouvé ma place. Voilà. Et c'est marrant parce que je parle avec beaucoup de gens, donc je dédie 4 heures de ma vie de retraité pour mes affaires d'investissement. D'ailleurs, au passage, je souligne que que tu fais partie de notre full circle, que tu es un investisseur toi-même et que tu comprends aussi la force du passive income. Et je suis très heureux de faire cette journée, ce parcours avec toi. Mais donc je passe 4 heures par jour, 4 heures par jour en discutant avec tous les gens. Et tout le monde me dit la même chose. Je veux être libre de faire ce que je peux faire. Je serai meilleur si tu me laisses le faire et je serai plus efficace. Après, toi, je te connais depuis longtemps et tu as toujours été un espèce de meneur d'hommes, mais donc tu as toujours une vue globale de la situation dans laquelle tu te trouves. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'étais dans le monde de la musique et qu'on faisait des événements, des soirées, tout ça, même si tu venais en invité, naturellement, tu prenais un petit peu la balle dans la main et tu jouais avec pour bien cadrer ce qu'on faisait. Est-ce que tu penses que c'est plus inné chez toi ou tu te l'es appris avec le temps? Parce que justement, comme je reviens et reste avec moi, la plupart des gens me disent j'ai fait des erreurs, mais moi, quand je leur parle, je les trouve exceptionnelles parce qu'ils ont fait ces erreurs. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est indispensable de faire des erreurs pour apprendre. L'autre jour, on discutait d'ailleurs tous les deux, et la conclusion de notre discussion, ça a été chaque jour, on apprend. On est des étudiants de la vie. C'est ça. Et on va continuer à apprendre jusqu'à la fin de nos jours. Et si tu penses pas comme ça, celui qui pense qu'il sait tout ne sait rien. Tu peux pas tout savoir. C'est ça. Tu peux pas tout savoir. Donc il faut avoir, je pense que encore on va parler d'équilibre, mais il faut avoir cette envie, ce désir d'accomplissement, de créer des choses, de pas se limiter. L'impossible est provisoire. J'adore cette phrase. Moi aussi. Et en même temps, avec un très bon équilibre d'humilité. Il faut garder cette humilité ça peut ne pas marcher. Essayons pas n'importe quoi, mais au fur et à mesure des expériences de la vie. Aujourd'hui, toi ou moi, à l'âge qu'on a, on va peut-être encore tenter des choses. Nécessairement, on va tenter des choses, mais on se sert de notre expérience passée. Je sais que ça, potentiellement, la probabilité pour que ça arrive, ça ne marchera pas. Donc, quand tu es plus jeune, tu tentes tout parce que tu as envie, parce que ça cette niaque, tu as cette envie. Et forcément, quand tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre. Et il faut continuer. Les gens qui vont vivre ça comme des erreurs vont s'arrêter, vont pas continuer, vont avoir peur. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est inné? Pas du tout. Je pense pas du tout parce que je me rappelle que depuis jeune, j'ai jamais eu cette volonté d'être un leader, j'ai jamais eu cette volonté de sortir du lot. J'étais à l'école ou dans la vie sociale avec mes amis, j'étais average, j'avais pas cette ambition ou cette envie de me faire remarquer. Tu vois, l'éducation que j'ai reçue, c'est de l'humilité. Tranquille, sois patient, fais les choses, ne pas se faire remarquer. C'est comme ça que j'ai été élevé, ne te fais pas remarquer. Donc ça a toujours été dans une dynamique de ça va. Il y a des gens qui naturellement ont ce leadership, ce truc. Je pense que ça s'est développé avec le temps. Comme je te disais, le job que je fais, après j'ai fait d'autres jobs entre-temps, mais le job que je fais, j'ai appris sur moi-même et je fais un job, comme je t'ai dit, là où je suis bon, où je suis capable de faire. Et au fur et à mesure des expériences de la vie et des années passées, je me suis rendu compte que mais ça, je sais faire. Ça, je peux faire. Et quand on s'est connus, j'avais déjà passé, je pense, une petite trentaine. Donc, j'avais déjà déclenché ce truc aussi dans ma vie perso, parce que forcément, ça a déclenché dans ma vie perso. Ça s'est débloqué, on va dire, tu vois. Mais jeune, jamais eu cette envie, cette dynamique-là de je vais l'idée, je vais
J'ai toujours pris un peu de recul et laissé les autres prendre le lead, tu vois. Et ça s'est débloqué avec le temps. Parce que je pense que parfois, je sais faire. Quand je sais faire, j'ai zéro complexe pour dire je vais faire. Quand je sais pas faire, je reste tranquille. C'est comme ça que je te connais. Mais c'est marrant parce que aussi, tu dis, j'ai pas eu l'aspiration d'être un leader et tout ça, mais quelque part, t'es un leader parce que tu inspires beaucoup de gens, surtout tous les jours au travail. Euh, et donc, c'est quelque chose de très naturel. Mais maintenant, je voudrais te poser une question, justement, comme tu dis, j'ai pas voulu faire ça, mais quand même, je suis là. Et j'ai toujours même pas l'impression d'être là. C'est parce que c'est un petit peu ce que j'entends. Si tu devais parler au Youssef de, à partir de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Waouh. Euh, je suis en train de me projeter là. Je me vois assis là, à 18 ans là. À 18 ans, je venais d'avoir le bac, j'étais première année à l'université. Euh, En fait, je suivais un process parce qu'il fallait faire des études. Il fallait cocher cette case de je suis diplômé universitaire. Oui. Parce que la question ne se posait même pas. Mes parents ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ont immigré en France avant que je naisse pour dire mes enfants vont aller à l'école, vont avoir une meilleure vie que moi. Donc, depuis que je suis né, c'était tout pour l'école. Les parents, c'était l'école. L'école. Va à l'école, tu as la chance d'aller à l'école, on n'a pas été, fais quelque chose de ta vie, va à l'école. Et les diplômes, c'est un bagage. Tu peux ne pas t'en servir, mais c'est une sécurité. Donc 18 ans, première année de fac, je ne projette pas plus que ça, je vais finir mes études. J'aurais dit, pour répondre à ta question, à moi-même à 18 ans, fonce et voyage. J'ai commencé à voyager tard. Ah, Parce que je pensais que pour voyager, il fallait avoir toujours ce confort financier. Alors qu'en fait, non, quand tu as 18 ans, tu as 20 ans, je vois des jeunes aujourd'hui, je parle avec mes neveux, voyage. Prends un sac à dos, fais-toi des amis, rencontre du monde, et puis tu vas voir le monde. C'est important. Et je pense que si j'avais voyagé plus tôt, j'aurais compris plein de choses plus tôt, j'aurais réalisé beaucoup, beaucoup de choses parce que les voyages, les rencontres à l'étranger m'ont fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, sur moi-même, sur des cultures différentes, sur ma manière de penser et de m'accomplir moi en tant que personne et de me découvrir moi-même. Donc, si je l'avais fait plus tôt, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, mais j'aurais coché plein de cases plus tôt et je me serais lancé plus tôt, tu vois. ok. Donc, t'as gagné de la vision et de l'altitude en voyageant. Clairement, clairement, ça, pas que parce que j'ai quand même des principes de vie, ma religion aussi qui m'a été transmise par mes parents, ma recherche spirituelle aussi qui a confirmé ma curiosité d'aller voir d'autres religions. Pourquoi est-ce que je suis musulman? Parce que mes parents sont musulmans. Si j'étais né bouddhiste, alors je serais bouddhiste. Donc je suis parti un peu me documenter, jeune, à 16 ans. Et toutes les questions que je me posais, j'ai toujours trouvé les réponses dans ma religion à la fin. Et donc, toutes mes recherches spirituelles m'ont confirmé que aujourd'hui, enfin, à 16 ans, j'ai choisi, moi, d'être musulman et non pas juste par transmission. Donc, il y a aussi cette chose-là. Mes principes de vie, ils sont drivés par ma religion. Chacun sa religion, on va dire, mais ça fait partie intégrante de moi et ça fait qui je suis aujourd'hui. Mais mon comportement en société, mes principes de vie, la manière dont je me comporte avec l'autre, avec mon voisin, avec un inconnu, avec ma famille, avec toi, avec mes gens. Donc, il y a aussi cette chose-là qui drive, pas juste les voyages. En fait, j'ai eu la chance, avec le recul, je me rends compte que j'ai eu la chance d'avoir eu ces principes de vie transmis par mes parents qui ont fait que je ne me suis pas perdu. Si j'avais voyagé tôt sans ces principes de vie, je ne sais pas où je serais. Peut-être que je me serais perdu. J'aurais peut-être tenté des choses, expérimenté des choses Qu'il fallait pas, c'est clair. qui m'auraient emmené dans des mauvais endroits, tu vois, des Trip, mauvais choix. des mauvais trips. Mais j'avais déjà cette base, tu vois, j'avais déjà cette base de ça on fait pas. Et je sais pourquoi on fait pas. Et j'ai pas envie de le faire.
C'est vois. ça. Pas contraignant. Non, j'ai pas envie de le faire parce que je sais pourquoi c'est interdit de le faire. Donc ça m'intéresse pas, je ne le fais pas. Et si j'avais pas eu mes principes de vie, principes religieux, jeune, je pense que c'est nécessaire, ça m'a aidé beaucoup. Donc les principes religieux, les valeurs de la famille qui vont avec, pour répondre à ta question, et les voyages. Parce que les voyages, ça ouvre la tête. On n'a pas eu l'opportunité de faire le tour du monde, mais à chaque voyage ou chaque culture différente, tu découvres des choses, tu te découvres toi-même. Qu'est-ce qu'il y a Donc, devant ouais. toi là? Parce que là, je te vois le dos, mais qu'est-ce qu'il y a devant toi? Il y a une belle vue? Alors juste là, on a la statue du Christ Rédemptor. Avec, je vais peut-être tourner ma caméra, te donner une petite vue de ce que j'ai sous les yeux. Voilà, Oh je sais mon pas si tu Dieu, vois que là. c'est beau! Que c'est Donc, tu as une beau! vue sur tout Rio. Waouh! C'est très beau. Et voilà, la statue du Christ ici. Je reviens. Yep. Euh, Là, on a passé une petite demi-heure ensemble. Je suis sûr que ton expérience de vie a inspiré beaucoup de gens. Qu'est-ce que si tu avais une phrase à dire, une dernière phrase pour nos auditeurs, ça serait quoi? Plein de choses, j'aimerais dire. Une phrase. T'es dur avec moi. T'as toujours été dur en négociation. T'as toujours été bon. Une phrase. Ça va faire un peu cliché, mais s'il y a la chose la plus importante, sois toi-même. Je développe un peu quand même, parce que il y a beaucoup ça implique beaucoup de choses. Sois toi-même, ça veut dire, déjà, commence par te connaître toi-même. Trouve-toi. Trouve-toi, et à partir du moment où tu vas te trouver, tu vas te trouver, tu vas trouver ton chemin dans la vie, dans la société, et tu vas t'accomplir, et tu vas devenir toi-même, et c'est là où tu vas être toi-même. Ça implique beaucoup de choses. Mais il faut se connaître d'abord, et il ne faut pas avoir peur, et sois toi-même, accepte-toi toi-même. Super. Voilà, je dirais ça. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ton temps, surtout que tu es en vacances, même si c'est du travail. Et Ouais. c'était mon plaisir de t'avoir sur notre podcast JK and Friends Unscripted. Partage-le. Merci à toi pour l'invitation.